J'appelle aujourd'hui à la barre David Berkowitz, surnommé le fils de Sam ou le tueur au calibre 44. Il a tué par balle 6 personnes dans les années 70 à New York. Il a plongé la ville dans un climat de peur ambiante et il va justifier ses crimes en disant que c'était le diable qui lui ordonnait de tuer en se servant du chien du voisin pour lui faire passer des messages. Et non, il ne consommait pas de drogue. À sa naissance, David a été adopté par un couple de commerçants juifs. Il a été abandonné par ses parents parce que son géniteur avait demandé à la mère de s'en débarrasser. Dès l'enfance, David va être un enfant assez violent, il est en proie à des crises et ses parents ont du mal à le canaliser. Il sort parfois de sa chambre la nuit pour se promener dehors, il commence aussi à être pyromane, il ne fallait pas le laisser allumer les bougies sur les gâteaux d'anniversaire, surtout pas. Très mauvaise idée. Il a aussi des tendances paranoïaques et suicidaires. Le décès de sa mère à cause d'un cancer quand il a 14 ans ne va pas l'aider, il n'a pas de frère ni de sœur, il est seul avec son père, et sa nouvelle compagne n'apprécie pas David. Il se sent persécuté, il lit des ouvrages sataniques. À mon avis, ça ne doit pas aider à se sentir mieux dans ses baskets. Mais je ne suis pas critique littéraire. Il en pense quoi, Frédéric Becbédé? Je suis un bourgeois, et donc j'ai envie de m'encanailler. Berkowitz va s'engager dans l'armée, il va servir notamment en Corée du Sud. En tant que soldat, c'était un bon tireur. Et ça, effectivement, on va s'en rendre compte un peu plus tard dans notre histoire. De retour en Amérique, il va réussir à retrouver sa mère biologique et sa demi-sœur. Ensuite, il a été tour à tour employé dans un centre de tri postal, chauffeur de taxi ou même agent de sécurité, mais malheureusement, apprendre à connaître sa famille ne va pas l'aider à fuir ses démons. La veille de Noël, en 1975, alors qu'il a 22 ans, il va céder une première fois à ses pulsions. Il entend des voix dans sa tête lui demander d'attaquer des femmes, alors il va en poignarder 2 dans la rue avec un couteau de chasse. Les victimes vont survivre et les voix vont se taire pour quelques mois, mais en juillet 1976, c'est le début de son cycle de meurtre qui va durer 1 an et qui va terroriser New York. Le mode opératoire dans la plupart des cas va être assez simple, il cache un pistolet dans un sac en papier et il attaque souvent des couples qui sont dans leur voiture. Le 29 juillet, Donna et Jody, 2 amis, sont en train de discuter dans leur voiture devant chez Donna. La jeune femme finit par sortir et elle se fait abattre par notre tueur. Jody, elle aussi, est touchée par une balle. Elle va se mettre à klaxonner pour alerter les habitants, mais le père de Donna arrive malheureusement trop tard pour sauver sa fille. Et par la suite, il fera des rondes dans le quartier. Heureusement que je fais pas de placement de produit pour Displate. Et par la suite, il fera des rondes dans le quartier pour essayer de protéger les habitants. Au fur et à mesure des crimes, on va remarquer que David cible surtout des femmes, et des femmes brunes de préférence. Et donc, selon certaines rumeurs, des habitantes se sont teints les cheveux en blond pour échapper au tueur. À qui profite le crime? Ça fait les affaires des coiffeurs de New York, cette histoire. En octobre, c'est au tour de Carl et de Rosemary d'être ciblés par notre serial killer. Carl a des cheveux longs, ce qui peut expliquer pourquoi il a été choisi en premier lieu par le tireur. Alors comme ça, les hommes n'ont pas le droit à un brushing ou à un carré plongeant? Sinon on se fait tirer dessus? Bon, au moins, moi, je suis tranquille. Faut être un peu égoïste dans la vie. Les 2 amoureux vont s'en sortir, mais on va devoir poser une plaque en métal dans le crâne de Carl à cause des blessures par balle qu'il a reçues. Durant toute sa vie, il va sonner au portique de sécurité des aéroports à cause de David. Chaque fois qu'il prendra l'avion, il va penser à cette fusillade. En janvier 1977, Christine et John vont voir Rocky au cinéma en amoureux. Ils vont ensuite au restaurant et une fois dans leur voiture à la fin de la soirée, ils se feront tirer dessus. Et la jeune femme va décéder de ses blessures. Vous l'avez sûrement remarqué, enfin j'espère, David n'attaque que des personnes quand elles sont à 2, sauf à une reprise, quand il tue Virginia en mars 1977. Cette étudiante de 19 ans rentrait le soir chez elle quand le tueur lui tire dessus. Elle tente de se protéger le visage avec ses livres, mais ce n'est pas suffisant malheureusement pour arrêter les balles. La bête humaine, j'ai bien choisi mon titre, et c'était même pas fait exprès. Notre affaire s'accélère. Pour la première fois, on va avoir 2 victimes d'un coup, Alexander et Valentina, qui sont tués par balle dans leur voiture après avoir passé la soirée ensemble. Mais les choses sont un peu différentes cette fois, puisqu'on retrouve sur place une lettre du tueur qui est adressée à l'un des enquêteurs du groupe Omega qui tente de traquer le serial killer. Dans cette lettre, notre homme écrit qu'il est un monstre et qu'il adore chasser. Et surtout, il signe Son of Sam, le fils de Sam. Daniel Balavoine lui rend hommage. C'est mon fils, ma bataille. Vous vous en doutez, c'est un détail dont la presse va raffoler parce que dès qu'on a un surnom pour un tueur en série, ça ne fait que renforcer sa médiatisation. Jusqu'à présent, on l'appelait le tueur au calibre 44 car il attaquait ses victimes avec un revolver bulldog de gros calibre, de calibre 44 donc,
qui a permis aux enquêteurs de faire le rapprochement entre tous ces crimes. Surtout que c'est un calibre assez inhabituel, et donc ça a intrigué la police. Un petit conseil, s'il y a des futurs tueurs parmi nous, privilégiez des armes banales pour ne pas donner des indices supplémentaires à la police. Enfin, je dis ça, je dis rien. En plus de cette lettre à la police, le Daily News va en recevoir une également. David y écrit qu'il lit ce journal et qu'il souhaite bonne chance aux enquêteurs. C'est sympa de sa part. Des extraits vont être publiés et ça va être un record de vente pour ce numéro, tiré à plus de 1 million d'exemplaires. Cette idée d'envoyer une lettre à la presse lui est venue en lisant un livre sur Jack l'Éventreur, puisque c'est quelque chose qui avait aussi été fait à l'époque victorienne par le serial killer ultra connu en Angleterre. C'était d'ailleurs ma première vidéo sur cette chaîne. La nostalgie. Honnêtement, c'était quand même pas mal à l'époque. Ce nom de fils de Sam et l'explication de ses meurtres, notre serial killer va les justifier de cette manière. C'est le diable qui lui parlait à travers le chien de Sam, son voisin, d'où le nom de fils de Sam. Pour ceux qui aiment les détails, le chien est un labrador noir, et il s'appelle Harvey. Alors moi, j'ai juste comme référence Harvey Specter dans Suits, mais j'imagine que ça fait aussi un bon nom pour un chien. Si ça passe pour un avocat, ça passe pour un labrador. Sam avait reçu de la part de David des courriers anonymes, d'abord pour se plaindre des aboiements, et ensuite pour le traiter d'égoïste. Berkowitz écrit que par sa faute, sa vie est détruite, et qu'il n'a plus rien à perdre. Le voisin va donc faire remonter ça à la police, qui va commencer à prendre l'affaire au sérieux, vu que le chien va se faire tirer dessus par notre homme, et Berkowitz avait également essayé de balancer un cocktail Molotov sur la maison de son voisin. Sacré conflit de voisinage. Heureusement qu'il ne passe pas l'aspirateur à 19 h, sinon David va chez lui avec un lance-flamme. David a loué une chambre dans une maison, et les Cassara, les propriétaires, avaient eux aussi un chien qui aboyait beaucoup. Si bien que Berkowitz a fini par partir, car vous avez fini par comprendre que les aboiements le mettaient un peu en rogne, c'est le moins qu'on puisse dire, et en juin 77, les Cassara vont recevoir une carte de vœux de la part de Sam, le nouveau voisin de David donc, ce qui est très loufoque vu qu'ils ne se connaissent absolument pas. J'irai bien faire un tour du côté de chez Sam. Donc on peut facilement supposer que c'est notre tueur qui a fait cette carte, mais du coup les deux familles vont se rencontrer, elles vont échanger pour essayer de comprendre, et du coup ils en viennent à parler des problèmes de chiens, puisqu'ils partagent ce point en commun. Et en fouillant dans l'annuaire, ils vont découvrir que David vit désormais à proximité de chez Sam, donc ils font remonter son nom à la police. Sachant qu'il y a en plus maintenant les lettres qui ont été envoyées aux enquêteurs et aux journalistes, ils peuvent faire des rapprochements d'un point de vue dactylographique. Et oui, j'aime utiliser des mots compliqués. Ça vous impressionne ? En juillet, alors qu'on s'approche des 1 an du début des crimes de notre homme, la police est très vigilante. Selon certaines rumeurs, des enquêteurs avaient pensé à mettre des mannequins dans des voitures pour tenter le criminel et essayer de l'attraper. Il faut vraiment être désespéré, je vous l'accorde. Le 29 juillet, pour la date anniversaire, il ne se passe rien, mais 2 jours plus tard, on va avoir le dernier meurtre commis par notre homme. Stacy et Robert, 2 jeunes tourtereaux, passent la soirée ensemble. Robert propose une promenade le soir dans un parc, mais sa copine n'est pas très confiante à cause justement de la présence du fils de Sam dans les rues de New York. Ils vont croiser un homme dehors, Stacy est inquiète, elle veut rentrer, et de retour dans la voiture, ils se feront tirer dessus par cet homme. Stacy sera tuée, et Robert, lui, va perdre la vue de l'œil gauche et presque intégralement son œil droit. La bonne nouvelle malgré tout, c'est que Cecilia, une habitante du quartier, va croiser le tueur, et qu'elle le voit retirer un PV du pare-brise de sa voiture, une Ford Galaxy jaune pour les amateurs de tuning, et ce PV c'est parce qu'il s'était garé devant une bouche à incendie, ce qui est apparemment interdit. Alors normalement certains sont un peu énervés et râlent contre la police, mais David, lui, il va tuer des gens. C'est un peu excessif comme réaction. En apprenant l'existence de ce PV, les enquêteurs vont réussir à remonter et retrouver le nom de David, ce qui fait aussi écho au nom qui est remonté au service de police par rapport aux lettres et aux menaces sur les aboiements des chiens de ses voisins. La police va donc aller l'attendre à la sortie de chez lui, on l'arrête et il avoue tout de suite, et on va retrouver chez lui différentes preuves qui ne laissent pas de place au doute. Il y a des dessins sataniques et des coupures de journaux sur ses crimes. Et il tenait également à jour des registres sur environ 1500 incendies qu'il aurait déclenchés à New York. Ah bah lui, il ne faut pas l'inviter à un barbecue. Il te met le feu à la baraque. Selon certaines théories, David ne serait pas le seul coupable, puisqu'il ne ressemble pas à tous les portraits robots diffusés après le témoignage de certaines victimes. Donc on pourrait imaginer une secte satanique avec d'autres fils de Sam qui tuent des gens et pratiquent des rites en hommage à Satan. Même si selon d'autres experts, notre serial killer avait un profil solitaire, ce qui ne collerait donc pas avec ce rite de secte. Apparemment, David aurait aussi démenti cette excuse satanique et ce chien démon qui lui aurait parlé pour justifier ses crimes. Il serait surtout en colère contre les femmes,
Peut-être parce qu'il a été abandonné et qu'ensuite il a perdu sa mère très tôt. Mais en tout cas, s'en prendre à ces jeunes femmes l'excitait et il voulait même aller aux enterrements et retrouver les tombes de ses victimes. Il y a eu une telle médiatisation de cette affaire que pour éviter des dérives, on a créé aux États-Unis la loi du fils de Sam. Vu que David avait pu être contacté pour des interviews, des films ou des livres, cette loi, elle empêche les criminels de tirer profit de leurs crimes et de se faire de l'argent grâce à la commercialisation de différents produits. Cet argent désormais, il est saisi par l'État et il est reversé en compensation aux victimes. On pourrait faire pareil avec le dropshipping sur Instagram. Vous en pensez quoi? Malgré ses penchants paranoïaques et ses explications quelque peu loufoques sur ses crimes, David va être jugé sain d'esprit. Il va donc y avoir un procès auquel il va plaider coupable pour les 6 meurtres et il va donc écoper de 6 peines de prison à vie, soit 365 années. Ça fait un petit peu long. En prison, c'est la révélation. David voit la lumière divine lui tomber dessus. Il devient chrétien pratiquant. Il écrit même un livre, Son of Hope, donc fils d'espoir, un clin d'œil à son surnom de tueur en série. Je ne sais pas si c'est de très bon goût, mais ça ne pourra pas être pire que mon humour. Et donc ce livre lui permet de parler de sa rédemption, et il fait aussi des vidéos pour parler de l'importance de la spiritualité et de sa vision de la vie maintenant qu'il est croyant. Apparemment désormais, il a du mal avec les crimes qu'il a commis, et il ne regarde pas les contenus qui en parlent. Donc je suis tranquille, il ne devrait pas tomber sur ma vidéo. De toute manière, il suffit que je mette des aboiements dans cette vidéo pour le tenir éloigné de YouTube. Il fait moins le malin. C'est vrai que si ces bruits lui font péter un câble, alors c'est normal qu'il soit tranquille en prison. C'est plus calme. Mais il ne faut pas qu'il ressorte, sinon ça peut dégénérer très vite. Il va tuer une vieille dame qui promène son caniche, on va rien comprendre. Mais derrière les barreaux, il a trouvé son rôle, il aide les autres détenus, il leur parle et il les conseille. Du moment où il ne va pas bosser à la SPA ou dans un chenil, ça devrait le faire, c'est élémentaire.